Bienvenue pour cette vidéo consacrée à la programmation de Graph7 en langage structuré, par exemple avec des petites CPU 1200. Au menu des généralités et beaucoup d'exemples. On commence par la méthode de travail générale. Alors, première des choses à bien comprendre, c'est la différence entre un système combinatoire et un système séquentiel. Combinatoire, ça vient de combinaison, à savoir que l'on peut définir la sortie pour toutes les combinaisons possibles des entrées. La table de vérité permet de trouver une équation logique qui pourra se traduire en programme. Si on regarde maintenant pour un système séquentiel, on remarquera qu'il est parfois impossible de définir la sortie. Exemple ici, parfois ça doit être 0, parfois ça doit être 1, et ça tout dépend de ce qui s'est passé avant. On le voit bien, pour une simple bascule RS, il est impossible de représenter une quelconque table de vérité. De façon générale, les systèmes séquentiels ont besoin d'éléments mémoire pour conserver le passé, donc les états antérieurs. En sachant ça, quelle technique utiliser pour programmer un système séquentiel? Technique numéro 1, généralement utilisée par les gros bœufs ou les débutants, c'est de partir directement sur le logiciel et de placer des blocs selon l'inspiration du moment. Et au fur et à mesure des tests, on va corriger, rajouter, modifier, et ça pendant des heures, des jours, des mois, et sans résultat garanti, car on ne peut jamais tester toutes les situations du fait qu'à chaque étape d'une séquence, chaque situation est nouvelle, et du coup, ça multiplie à l'infini les situations à tester. Je rappelle qu'il est impossible de faire une table de vérité pour lister toutes les combinaisons possibles à tester. Nos anciens, je parle dans les années 60-70, à force de galérer, ont trouvé des méthodes de travail bien plus efficaces, et c'est pour ça qu'on va faire la technique numéro 2, à savoir utiliser un outil adapté au comportement séquentiel, Graph7 ou Graph qui permettent de structurer correctement le programme dès la phase de conception, donc dès l'analyse du cahier des charges. Alors, comment on fait? Eh bien, premièrement, on prend un stylo et on écrit la structure sur papier. Et c'est là où tout se joue. Il ne faut pas se tromper et bien traduire correctement le comportement attendu. Car l'étape d'après, c'est juste de la saisie bête et méchante qui ne peut pas générer d'erreur de comportement. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une erreur de syntaxe, mais ça, c'est très vite corrigé. Et donc, le fonctionnement sera OK très rapidement. Bref, un jeu d'enfant. Prenons un exemple de système séquentiel. Donc, une séquence de choses à faire dans un certain ordre. Par exemple, pour faire cuire des pâtes. Selon les conseils du grand chef cuisinier ChatGPT, la recette comporte 3 étapes, ce qui nous donne donc le graphe suivant. En formalisme Graph7, les étapes sont représentées par des carrés numérotés et une étape peut commander une ou plusieurs actions que l'on note généralement avec des verbes à l'infinitif et en majuscule. Pour passer d'une étape à l'autre, il faut franchir des transitions représentées par des petits traits et associées à une condition logique que l'on appelle réceptivité. La séquence commence à partir d'une étape définie comme l'état initial du système. Sinon, pour ceux qui préfèrent les graphes d'état, même raisonnement, sauf que les carrés deviennent des ronds et les actions sont notées à l'intérieur des ronds. Les transitions, elles, sont sous forme de flèches, dont une en particulier pour désigner l'état de départ de la séquence. Bon, on l'a compris, à première vue, pas de grande différence entre les ronds et les carrés.
Mais la vraie question, c'est comment traduire ces graphes en programme. La première méthode, la plus ancienne, c'est de travailler avec des équations. Ces équations logiques peuvent ensuite être codées en langage à contact ou en structuré ou en logigramme. Pour la seconde méthode qui va nous intéresser aujourd'hui, l'idée c'est de travailler avec un algorithme équivalent, ce qui prend tout son sens en langage structuré. Un petit exemple pour comprendre, un petit graphe linéaire tout simple que l'on serait tenté de traduire par cet algorithme, c'est-à-dire tant que I1 n'est pas vrai, on reste à l'état 1. Et ça, c'est interdit de chez interdit. Regardons pourquoi directement avec TIA. Voici mes instructions. Donc, tant que le I1 n'est pas activé, je reste à l'état. Donc, je fais Q1, commander. Je compile, 0 erreur, 0 avertissement, tout va bien. Et pourtant, quand je vais faire run, eh bien, on va voir que ça devient tout rouge. Il y a un problème, il y a un problème. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ça s'est bloqué. La CPU est partie en stop automatiquement. Je regarde ce qui se passe au niveau du diagnostic. Et on voit que eh bien, le temps de cycle est dépassé. Normal, hein, puisqu'en fait, on reste dans la boucle. Donc, nous, comme on surveille un temps de cycle qui ne doit pas être plus grand que 150 millisecondes sur cet exemple, forcément, dès le premier, on a dépassé. On resterait tant que Q1 est actif, donc des secondes, des secondes, des heures, et donc forcément, ça bloque tout. Et donc, ça met en erreur. Alors, autre façon d'interpréter le graphe, c'est en utilisant une variable numérique pour mémoriser la valeur de l'état. La transition devient alors non bloquante, et si la condition de passage est vérifiée, on change la valeur de la variable état. Et on répète le test pour chaque transition. De l'état 2, si on a I2, on change état pour lui affecter 3, et ainsi de suite. Le dernier nous ramènera en 1. Il est très important de noter que la boucle du programme s'effectue sans blocage et dans un temps très court, environ quelques millisecondes du cycle automate, ce qui n'a absolument rien à voir avec la boucle du process qui, elle, va au rythme où la séquence se déroule. Allez, petite démo. Voici mon programme. Alors, si je suis à l'état 1 et que la condition 1 est vérifiée, donc on valide la transition complète et on va à l'état 2. Si de l'état 2, on a la condition 2, alors on va en 3. Si on est en 3 et que l'on a I3, à ce moment-là, on retourne à l'état 1. Allez, on va faire la petite démo. Donc, j'active I1. I1 que l'on voit à ce niveau-là. I1 est activé et l'état l'état est à 0. Pourquoi il est à 0? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi le résultat est faux ici? Eh bien, tout simplement parce que la transition, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait la condition qui soit vraie, mais il faut également que l'on soit à l'état considéré. Et là, comme on vient juste de commencer, l'état, il est à 0. Alors vous allez me dire, mais comment on le met cet état? Eh bien, il faut toujours penser à l'initialiser cet état. Et je vais l'initialiser à la mise en fonctionnement, c'est-à-dire au premier cycle de l'automate. L'OB de démarrage, là, le startup, ne s'exécute qu'une seule fois lors du démarrage de l'automate, et c'est là où je vais initialiser à 1 l'état. Donc, si je reviens à mon programme et que je fais un stop et que je redémarre, run, OK, on voit l'état maintenant qui est passé à 1. Si maintenant je suis à l'état 1 et que j'ai I1, eh bien on voit la condition qui est vraie, true. Donc on passe à l'état 2 et on reste à l'état 2. Ça veut dire que là, le programme tourne en boucle ici, mais je rappelle que ce n'est pas la même boucle que
que le programme. Donc là, on était en 1, on est passé en 2, maintenant on reste en 2, là on reste des heures si on veut, alors que le temps de cycle de l'automate, c'est-à-dire la scrutation de ce réseau-là, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, regardez, 1 milliseconde. Là, le programme, il est tout petit, donc on voit que le temps de cycle est d'une milliseconde, moins d'une milliseconde peut-être même, donc, et pour autant, on reste dans cet état 2. Je peux relâcher I1, là on reste toujours dans l'état 2. Maintenant, on est sur cette condition-là, donc l'état 2 est vérifié. Il faut maintenant que j'ai I2. Donc si j'ai I2, eh bien en effet, on va en 3, on voit l'état 3 à ce niveau-là. L'état 3, ça signifie qu'on a franchi cette condition et qu'on est arrivé ici. Donc si on est en état 3, maintenant on attend la condition I3. La condition I3 que je vais activer, I3 que j'active. Comme j'ai activé I3, eh bien on est repassé à l'état 1 à ce niveau-là. Autre remarque, c'est que la structure du programme, eh bien, c'est une suite de if et dans lesquelles on se retrouve toujours à tester la valeur de état. Eh bien, il est possible de simplifier cette écriture en utilisant l'instruction case. Je vous montre. Voici donc mon case, il commence ici, il finit là, et il va aiguiller au niveau des parties du programme en fonction de la valeur de état. Cette valeur de état, si elle vaut 1, eh bien, on va exécuter ces instructions et uniquement ces instructions. On ne va pas aller chercher ici, hein. Ensuite, si état vaut 2, ben, on va aller chercher là, et ainsi de suite. Dans mon cas, on a état qui vaut 1, donc on est en train de faire ces instructions. Le résultat du if est faux, normal, parce que je n'ai pas activé I1. Je vais le faire. J'ai un bouton que vous ne voyez pas là, mais je vais le faire. I1. Si j'active I1, eh bien, on voit que l'on est bien passé à l'état 2. Je peux relâcher le bouton reste toujours à l'état 2. Donc, ça veut dire que maintenant, on exécute uniquement ces instructions. Attention au piège, on remarque ici que true pour le résultat là ne correspond pas à grand chose puisqu'on voit que I1 était désactivé. On se dit mais comment ça se fait que ce résultat est true? En fait, c'est grisé, c'est-à-dire que ça, c'est l'évaluation de la dernière fois, mais on n'y retourne plus ici, hein. Donc, c'est pour ça que c'est grisé. C'est l'état simplement d'avant et il ne faut pas se tromper. Donc nous, c'est bien quand c'est bien écrit en très fort, enfin en très fort, bien écrit. Et donc là, on est à l'état 2. Donc si on est à l'état 2, on attend I2. Donc si j'active I2, eh bien on passe à 3, normal, puisque la condition a été vérifiée. Mais comme on est ressorti de ce cas, puisqu'on est passé en 3 maintenant, là, ça passe en grisé. On est donc maintenant à ce niveau-là. On le voit ici aussi. L'état vaut 3. Le résultat est faux. Normal. Il faut attendre I3 pour revenir à l'état 1. Donc, je fais I3 pour faire passer à true. En effet, true ici. Et on a exécuté état égal 1 qu'on retrouve bien état égal 1. Et maintenant, on vient à évaluer cette condition-là et uniquement celle-là. Donc le true et true ici ne sont pas pris en compte, c'est juste du fait que l'on soit à l'état 1, que l'on exécute uniquement ça. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé uniquement de la programmation pour la partie séquentielle, mais bien sûr, notre code doit aussi commander les sorties. La règle à respecter, c'est de définir chaque sortie en fonction des états. Attention, pas l'inverse, sinon il y a risque de bug par chevauchement. Exemple, ici Q3 est commandé pour l'état 3, Q2 est commandé si on est à l'état 3 ou bien à l'état 2, et enfin Q1 est commandé pour 1 ou 2 ou 3. Allez, démo. Voilà, j'ai rajouté mes sorties
sortie. Alors Q3, donc qui est le booléen Q3, il est commandé lorsque l'état vaut la valeur 3. Alors on se dit, ouh là là, c'est bizarre, hein, parce que là on a des entiers, et en effet, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais état, je l'ai déclaré en MB0 comme un U, donc unsigned, int, donc int un entier, je l'ai mis en short S juste pour qu'il soit petit, c'est-à-dire comme la valeur ne va pas dépasser 255, donc j'ai minimisé la taille de la variable. Mais c'est bien un entier qui est comparé grâce à l'opérateur égal, et donc le résultat de cette comparaison, c'est un booléen qui vaut vrai ou faux suivant la valeur. Et donc c'est bien ce booléen résultat qui est envoyé sur le booléen Q3. Pareil pour Q2, donc là on a un booléen qui teste si on est à 2, un autre booléen qui teste si on est à 3, et je peux faire un OU logique entre les deux booléens. Et le résultat sera logique, commandera en tout ou rien ma sortie. Pareil pour Q1, où on teste bien 3 conditions avec un OU entre les 3. Allez, démo, donc je suis à l'état 1, on attend le I1 qui va apparaître, je l'active. Donc si on est en I1, ça veut dire que j'ai les deux sorties. Je suis bien à l'état 2, deux sorties. Pour aller à l'état 3, eh bien, il faut I2 qui active eh bien, l'état 3 et donc les trois sorties. Et si enfin je fais I3, je reviens à l'état 1, état 1 et une sortie. Tout est OK. Allez, on continue avec une structure classique, celle qui permet de choisir une séquence ou une autre. On retrouve une divergence au moment du choix et une convergence pour en prendre un chemin commun. Attention, les transitions du choix ne doivent jamais être vraies en même temps. S'il y a un risque de simultanéité, il faut introduire une priorité. Exemple ici avec le I1 bar à droite qui donne la priorité à gauche. Allez, démo. Au niveau du programme, il y a juste ce changement. On voit qu'il y a deux if, deux conditions à partir de l'état 1 normal, puisqu'on a le choix soit à gauche, soit à droite. On voit également la priorité qui est à ce niveau-là. Pour l'instant, je suis à l'état 1, donc je peux aller par I1, je vais activer I1 à l'état 2, OK. Et de l'état 2, je peux revenir à l'état de départ avec I2. Voilà. Donc là, j'ai fait la boucle à gauche. Si je fais maintenant à droite, donc là, je passe à l'étape 3 et je reviens I4 à l'étape 1. Je vais faire les deux en même temps pour voir la priorité. Donc, je vais commencer par faire I1. Je vais laisser I1. Je vais mettre I3. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'on est à l'étape 2. Mais quand je vais activer le I2, eh bien, on voit que l'on a la branche de gauche qui est prioritaire puisqu'on passe toujours du côté du 2. Et jamais du côté à droite, c'est-à-dire qu'on n'a jamais cette condition de vérifier ici. Allez, on va regarder maintenant comment coder différents types de transitions. Je vais prendre cet exemple dans lequel la première transition se fait si l'on détecte un front montant sur l'entrée I1. Comme d'ailleurs pour le passage de l'étape 2 à l'étape 3. Sans front, on serait passé directement de 1 à 3. Alors qu'ici, il faudra appuyer sur I1, puis le relâcher, puis réappuyer pour arriver à l'étape 3. Le retour à l'étape initiale sera sur front descendant de I3. Et je vais également ajouter un compteur qui permet de passer de l'étape 2 à 3 si sa valeur atteint 3. Valeur qui va s'incrémenter à chaque fois que l'on va appuyer sur I2. Et pour être complet, je vais rajouter une temporisation, exemple ici 10 secondes pour quitter l'étape 3. Allez, démo.
Voici le programme avec sa partie séquentielle à 3 étapes. 1, 2, 3. Pour passer de 1 à 2, c'est le front montant de I1. Alors, je me suis servi d'une fonction déjà toute prête, la fonction rtrig, donc dans les fonctions opérations sur bit. Ça se trouve, eh bien, front montant ici. Je l'ai appelé front montant de I1. Normal, je vais avoir la détection sur I1. La sortie du bloc, c'est Q, pour dire qu'il y a le front montant qui a été détecté. Donc, naturellement, dans mon graphe, front montant de I1 point Q, pour dire que c'est la sortie. Voilà, la même chose pour l'autre front montant, qui se produira de la même façon. Ce sera généré aussi par ce bloc. Et le front descendant, voilà, front descendant, c'est opération logique toujours sur bit et c'est le F trig descendant sur I3, pareil la sortie Q. Je remonte, en descendant de I3 et sa sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le compteur qui compte les impulsions sur I2. Le compteur, il est au-dessous. On voit compteur up, donc c'était dans la famille des compteurs, compteur up. CU, donc on compte les impulsions sur I2 et en plus il faut être à l'état 2. Donc là c'est une comparaison. Est-ce que l'état vaut 2? Oui. Donc si on est à l'état 2 et qu'il y a I2, à chaque front montant, on va incrémenter la compteur value qui est là, qu'on verra ici aussi. Moi, peu importe, je vais me servir simplement de la sortie Q qui passe à 1 lorsque l'on atteint une valeur particulière. Voilà, la valeur 3. Sinon, si je ne suis pas à l'état 2, on remet à 0 le compteur, on ne s'en sert pas. Et donc, tout naturellement, on retrouve dans mon programme le compteur et la sortie Q, QU pour up, parce que c'est du comptage et non pas du décomptage. Ensuite, la temporisation de 10 secondes. Temporisation de 10 secondes, on le voit, c'est une temporisation. Bloc fonction tout près, temporisation, T on retard à la montée. Donc quand on arrive à l'état 3, on commence à décompter un temps de 10 secondes et au bout de 10 secondes, on activera la sortie. Je vais mettre les petites lunettes pour voir ce qui se passe. On est à l'état 1 normal, état initial. Pour l'instant, il ne se passe rien. J'attends le front montant sur I1. Je vais le déclencher manuellement sur l'entrée. Donc, en effet, j'ai placé I1 à trou. Donc, on est passé à l'état 2. Et pour le coup, on ne passe pas à 3. On attend de relâcher et de régénérer un nouveau front pour passer à l'état 3. Je peux générer d'autres fronts, il ne se passera rien. Par contre, si je fais un front descendant sur I3, vous avez vu, je l'ai activé et au moment de la désactivation, on est revenu à l'état 1. Je suis donc état 1, je peux me mettre en état 2 et compter les impulsions sur le compteur. Donc le compteur, hop, je vais agrandir. Donc voilà, je suis sur I2. La value, elle est de 2. On ne la voit pas ici parce que je n'ai pas mis de variable, mais elle est bien active. On la voit à 2. Et si jamais on atteint la valeur 3, la sortie va passer à 1. Hop, voilà, elle est passée. Comme on a remis à 0, on ne le voit pas ici, mais on voit bien qu'on est à l'état 3. Là, on a la temporisation qui s'effectue et au bout du temps, on revient à l'état 1. C'est allé peut-être un peu vite, je le remets pour bien le voir. Donc, on était à l'état 2, 3, la temporisation. Donc, temporisation, on voit le temps qui s'écoule et quand on atteint la fin, ça donne cette sortie qui fait le changement à l'état numéro 1. Et voilà. Allez, on va regarder maintenant comment coder différents types d'actions.
avec par exemple des actions sous condition. Ici, c'est Q1 qui ne s'active pas automatiquement si l'étape 1 est active. Il faut en plus I4 pour avoir Q1. Il est possible aussi de réaliser des actions mémorisées qui restent actives tant que l'on n'a pas eu le reset. Il est aussi possible de combiner des actions avec des temporisations ou encore de réaliser des actions impulsionnelles qui ne s'exécutent qu'une seule fois, soit à l'arrivée dans l'étape, soit lorsque l'on quitte l'étape. Allez, des mots. Tout d'abord, la partie séquentielle avec 3 états toutes simples. Pour passer d'un état à l'autre, I1 pour aller de 1 vers 2, I2 pour aller de 2 vers 3, I3 pour aller de 3, retour en 1. Très basique donc. Les actions maintenant, c'est ça le plus important. Si je suis à l'état 1 et qu'il y a la condition I4, et alors j'active Q1, Q1 qui peut être aussi activé à l'étape numéro 2 et avec une temporisation qui limite à 7 secondes de l'activation. Elle est où cette temporisation? Elle est au-dessous. Temporisation de 7 secondes qui s'active lorsqu'on arrive à l'étape numéro 2. À l'étape numéro 2, on a aussi une temporisation de 5 secondes qui sera utilisée pour un retard. Dans les deux cas, c'est du T-on, hein, c'est T-on, T-on. Sauf que pour la première, pour la limitation, ça sera un contact normalement fermé, alors qu'on a un contact normalement ouvert pour le retard pour Q2 qui est commandé aussi par l'étape 2. Le clignotant sur Q3 avec un memento de cadence, par exemple 2 Hz. Ensuite, on a pour la sortie Q4 un set et un reset. Le set se fait à l'étape 1 et le reset se fait à l'étape numéro 3. Donc ça veut dire qu'entre les deux, Q4 sera toujours activé. Au niveau des valeurs, de la valeur, donc l'addition de 10 pour la valeur, ça se produit au front montant lorsqu'on arrive à l'étape 3. Et lorsqu'on quitte l'étape 3, on soustrait la valeur 3. Vous allez me dire où est-ce qu'ils sont les fronts. Je ne vois pas de P ici ni de N. Je l'ai fait un peu différemment en utilisant les fonctions rising, donc front montant sur l'étape 3 et falling, donc front descendant. Voilà, tout simple, petite démo. Je vais dézoomer pour les voir un petit peu toutes. Voilà, donc pour l'instant, on est en étape 1. Il ne se passe rien sur Q1, Q2, Q3. Par contre, on a mis 7 de Q4, et donc 7 de Q4, ça veut dire que Q4 est vrai, est activé. Si j'active I4, pardon, I3 il se passe rien. Par contre I4 va commander Q1 lorsque l'on est à l'étape numéro 1. Si on n'était pas en étape numéro 1, ça ne s'activerait pas, bien sûr. Je franchis l'étape numéro 1 et j'arrive à l'étape numéro 2, donc l'étape 2. On voit que Q1 est resté actif, mais c'est coupé au bout de 7 secondes. Par contre, Q2, lui, a mis 5 secondes avant de s'activer et Q3, lui, clignote. Alors, c'est allé peut-être un peu vite, on n'a pas trop vu. Je le refais pour qu'on voit bien. Donc, je me remets en étape numéro 1. Attention, ça va se passer ici. Donc, je rentre dans l'étape numéro 2. Lui reste pendant 7 secondes et au bout de 5 secondes, c'est Q2. Donc, Q2 s'est activé et ensuite, 7 secondes, on désactive Q1. OK, on voit la valeur, du coup, elle s'est incrémentée puisque j'ai fait un premier tour de boucle. Donc maintenant, je suis à la valeur 7. 7, donc si je vais à l'étape d'après, on va ajouter 10. On ajoute 10. OK, donc 17. Je reste toujours dans l'étape 3, donc toujours 17. Et on voit bien que c'est actif sur front parce que si on l'avait fait sur état, c'est-à-dire que tant qu'on reste à l'état 3, on fait plus 10, là, ça serait augmenté
à l'infini. Alors que là, ça ne s'est effectué qu'une seule fois, on n'a fait qu'une fois plus 10. On remarquera aussi le reset de Q4, puisqu'on est à l'étape 3, donc reset de Q4. Et si je quitte l'étape 3, si je quitte cette étape 3, eh bien, on va revenir à l'étape 1 et on va décrémenter, on va retrancher exactement 3, ça va se passer ici, sur front. Donc voilà, 17 moins 3, 14, tout est OK. Alors, pour ceux qui sont pas fans des blocs fonctionnels et du ladder, j'ai tout viré en ladder et je vais le faire maintenant en texte structuré. Donc la même chose, hein. La séquence, bah, elle ne change pas, hein. Par contre, les actions, je vais les retrouver à ce niveau-là. Donc Q1, 2, 3, etc. Donc Q1, on rappelle que ça s'active lorsqu'on est à l'état 1. Et si on a la condition en plus, I4. Donc voilà, ça c'est une façon de commander Q1. Une autre façon, c'est d'être à l'état numéro 2 et de regarder ce qui se passe au niveau de la temporisation. Le note nous dit que ça va être une action qui va être limitée dans le temps, en l'occurrence 7 secondes, parce qu'on voit que le T-on qui est là, donc la temporisation, qui commence à l'état 2, va durer 7 secondes. À l'état 2 aussi, on commence une temporisation de 5 secondes, toujours T-on, mais elle qui va servir de retard parce qu'on n'a pas le note devant. Et donc lorsqu'on est à l'état 2 et que la temporisation a fini, on va commander Q2. Q3 c'est aussi à l'état 2, mais avec le clignotement lié au memento de cadence. Pour Q4, l'action mémorisée, on retrouve le 7. 7, ça consiste à activer la sortie Q4 lorsqu'on est à l'état 1, mais comme il n'y a pas de else pour le remettre à 0 quelque part, donc eh bien, Q4 reste activé tant qu'on n'a pas la condition de désactivation qui se trouve là et qui est conditionnée par l'arrivée dans l'état 3. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a, si on arrive à l'état 3, on va faire plus 10. C'est un front montant. C'est un front montant qui est lié à cette fonction ici qui est rising, le trigger front montant. On a également un front descendant. Donc quand on va quitter l'étape 3, on va enlever la valeur 3 liée au front descendant, donc avec le falling, le front descendant, F-trig à ce niveau-là. On regarde comment ça fonctionne. On commence, on est à l'état 1. État 1, valeur 0. La sortie Q4 s'est activée parce qu'il y a eu le 7 de Q4, c'est-à-dire que ça, c'est actif. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le I4. I4, il est là. Si je commande I4, et comme on est à l'état 1, eh bien on a Q1. Voilà. Si je laisse I4 et que je passe à l'état suivant, ça va désactiver, bien sûr, le Q1. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va aller à l'état 2, où on a Q1 qui est en action limitée, donc il va rester 7 secondes, et Q2 qui va, on vient de le voir passer, au bout de 5 secondes, s'activer, et l'autre s'est désactivé au bout de 7 secondes. Q3, lui, clignote en permanence, ok, tout va bien. Si je vais à l'étape d'après, on voit que l'on est bien à l'étape 3, état 3 donc avec une valeur qui est passée à 10, on a reset le Q4, et quand je vais quitter l'état 3, c'est-à-dire en activant la condition, je vais revenir à l'état 1 et la valeur va diminuer. On est bien passé à 7, le fameux -3, et on est retourné à l'état 1. Donc même fonctionnement qu'avec le ladder, mais ici en structuré. Allez, pour terminer, un point essentiel, c'est la notion de parallélisme dans l'exécution de séquences de commandes. Pour expliquer la problématique, je vais reprendre l'exemple de la cuisson des pâtes. Et on va imaginer que l'on veut en profiter pendant que ça cuit pour téléphoner à quelqu'un. Et ça, c'est un truc que l'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et donc, ça peut durer plus longtemps que prévu. Alors, pourquoi ça peut poser problème? Eh bien, parce qu'on est tenté de commander les deux actions en même temps.
et donc de les arrêter si les deux sont finis. Et ça, c'est super dangereux parce que l'action qui dure le plus longtemps bloque l'autre qui reste active. Et tout ça, c'est à cause du « et » logique dans la condition d'arrêt. Et pour ceux qui penseraient que mettre un « ou » logique à la place du « et », ça serait mieux, eh bien non, ça ne fonctionnera pas non plus. La première action qui se termine stoppera aussi prématurément l'autre qui n'est pas fini. C'est donc pour traiter ce type de cas où l'on cherche à faire plusieurs choses en même temps que la norme Graph7 a introduit le concept de parallélisme, avec notamment la double barre pour montrer où commencent et où se terminent les actions, les séquences parallèles. Le Graph7, c'est une invention française qui a été reprise à l'international et notamment dans la norme qui standardise les 5 langages de programmation pour les automates. Le Graph7 y est devenu SFC pour Sequential Function Chart. Et on retrouve dans le SFC la notion de séquence simultanée, avec une double barre pour la divergence dite en et aussi une double barre pour la convergence en et. La seule grosse différence entre le Graph7, c'est qu'un graphe SFC ne peut avoir qu'une seule étape initiale. Si je reprends mon exemple pour cuire les pâtes, la divergence en et permet de définir deux séquences parallèles indépendantes. Et on le voit, les actions en parallèle peuvent se terminer chacune à leur manière. Attention, avant la convergence en et, il faut toujours placer des étapes d'attente. Et après la convergence, une transition toujours vraie. Ceci afin de réaliser la synchronisation des branches parallèles. Ok, alors là, on vient de voir le Graph7, mais qu'en est-il avec la représentation de type graphe d'état? Si on rajoute à l'état 2 l'action de téléphoner, eh bien, c'est le même problème que celui vu précédemment, donc danger. Mais alors, comment et où rajouter cette action de téléphoner? Réponse nulle part, c'est impossible. Dans un graphe d'état, on ne peut pas faire de séquence parallèle. On l'avait d'ailleurs indirectement vu avec la méthode de codage en case of. La valeur de l'état est forcément unique à chaque instant. On résume, pour les graphes sans branches parallèles, on peut travailler avec la méthode des équations booléennes. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais sinon, on peut travailler avec un algorithme équivalent en texte structuré, et c'est l'objet de cette vidéo. Si maintenant on a un graphe avec des branches parallèles, donc uniquement en Graph7, on peut toujours travailler avec la méthode des équations booléennes. Par contre, pour utiliser la méthode du case of, il faut auparavant faire une transformation du Graph7 en graphe d'état et ensuite coder ce nouveau graphe sous forme d'algorithme. Prenons un exemple, je repars de mon Graph7 et je peux par exemple séparer les deux branches en deux graphes. Chaque graphe devient indépendant comme la séquence qu'il réalise. La synchronisation se fait au travers des variables de fin de séquence. Mais il existe une autre technique plus efficace qui consiste à transformer le Graph7 en graphe des situations. Il s'agit d'un graphe d'état qui montre toutes les situations possibles d'un Graph7. On commence par l'état initial, ensuite un état qui correspond à la situation où se trouve le Graph7. Ici, on se trouve simultanément aux étapes 10 et 20. L'ensemble 10-20 est donc un état unique
qui correspond à une situation du graphe 7. Et de cet état, 3 évolutions possibles, soit vers 11-20 si la cuisson est terminée en premier, soit vers 10-21 si c'est la communication qui est finie en premier, ou soit directement vers 11-21 si cuisson et communication se terminent au même moment. Très peu probable que cette simultanéité se produise en vrai, mais il faut le prévoir au cas où. Plus réaliste, la communication qui se termine après la cuisson, qui était restée en attente. Ou à l'inverse, la cuisson qui se termine après la communication. Et enfin, le graphe se termine avec l'état 3, puis se reboucle. Alors, pour faire plus lisible, je n'avais pas indiqué jusque-là les actions, mais bien sûr, il faut les ajouter sur le graphe des situations. Préparer pour l'état 1, cuire et téléphoner en même temps pour la situation correspondante aux étapes 10 et 20. Uniquement téléphoner lorsque la cuisson est terminée ou que cuire pour la situation 10-21. Ne rien faire en état 11-21, état que l'on quitte immédiatement du fait de la condition toujours vraie. On parle d'état fugitif. Et enfin, égoutter pour l'état et étape 3. Allez, petite démo. Voici donc le programme avec les différents états possibles, l'état 1, l'état 10-20, c'est-à-dire le graphe 7 en 10 et étape 20, 10-21, 11-20, etc., etc. L'état 1, si la préparation est terminée, on va en 10-20, la suite. Là, on a 3 possibilités, 3 if. Soit c'est la cuisson, soit c'est la communication, ou les deux en même temps. J'ai bien séparé pour rendre exclusives les 3 possibilités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les 3 if vrais en même temps. Donc on va ensuite soit en 11-20, 11-21, on franchit les états. Ensuite de 11-21, on repart direct à l'état 3. État 3, égouttage pour revenir à l'état 1. Et enfin, préparer, c'est l'état 1. Cuire, c'est si on est en 10. Téléphoner, c'est si on est en 20. Et enfin, écouter si on est à l'état 3. Allez, petite démo, je commence. Je suis à l'état 1, donc on attend que la préparation soit terminée. Je vais mettre une petite animation, ce sera plus sympa. Donc préparer. Une fois que la préparation est terminée, on fait bien les 2 actions, cuire et téléphone. Si on finit la cuisson, eh bien on attend. On attend, ça évite que ça explose. Et là, on peut continuer de téléphoner, chichi, tcha-tcha, blabla, blabla, la sœur du voisin, machin, bidule, ok, blabla. Allez, c'est fini, on raccroche. Automatiquement, on passe, alors je vais arrêter ça, on passe à égoutter, puisque là, c'était toujours vrai. Et bien sûr, une fois qu'égoutter est fini, on recommence un nouveau cycle, préparation. Je vais faire l'inverse maintenant, je vais dire que la communication se finit avant, donc on reste en attente, plus de téléphone, et on attend que ça cuise. Une fois que c'est cuit, hop, voilà, cuisson terminée. Toujours pareil, égouttage. Alors, je vais mettre automatiquement cuisson en même temps que communication pour voir comment ça se passe quand on est sur les 2 branches en même temps. Normalement, c'est un cas très rare, mais c'est juste pour faire le test. Donc là, je viens ici et comme les 2 sont déjà 1, quand je vais franchir, ça va tout se reboucler et on voit que c'est 10-20 et 11-21 qui sont à chaque fois réalisés. On peut le voir sur l'affichage ici, mais comme c'est pas facile à voir, eh bien, je vais mettre une petite trace, voilà. Et on voit que c'est 11-21, c'est 10-20, 11-21, mais il n'y a rien d'autre en fait à chaque fois, hein. Vous voyez, sur tous les cycles, c'est la même chose. Et au-dessous, eh bien, c'est uniquement les états 3 et 1.
Donc 1, ensuite là, et on revient en 3, on revient en 1, etc., etc. Donc ben voilà, tout s'est bien passé. Voilà, bien vous savez tout, ou presque. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, pour la cuisson des pâtes, il faut de l'eau. Sinon, c'est le drame.